Mais pour l'instant, c'est l'heure des 4 vérités. Et aujourd'hui, Jeff Wittenberg, vous recevez Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Effectivement, bonjour Thierry, avec elle nous allons parler des propositions du Front National. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Que ferait aujourd'hui le Front National donc s'il était aux affaires pour enrayer la spirale de la violence dans un certain nombre de banlieues? Comment ramener le calme? C'est déjà certainement pas accepter le dénigrement des policiers tel qu'il existe aujourd'hui par une partie de la classe politique ou par une partie de ces soi-disant manifestants qui ont utilisé le prétexte du soutien à Théo pour engager des émeutes urbaines d'une violence extrêmement grave. Que faudrait-il faire alors ? D'une part, et d'autre part, ne pas non plus se contenter de recevoir des associations antiracistes en laissant ainsi entendre que ce serait le racisme le problème de fond, alors que le problème c'est précisément le laxisme. Et j'y viens, et c'est là qu'il faudrait se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas arrêter de fermer les yeux et d'acheter la paix sociale tout le reste de l'année dans ces quartiers, en prenant le risque ainsi, à la moindre étincelle, que des émeutes urbaines soient enclenchées. Et c'est ainsi qu'il faudrait remettre en place une véritable police de proximité, embaucher à l'échelle nationale 15 000 policiers supplémentaires précisément pour pouvoir... Donc plus de police avant tout. Oui, absolument, parce que le déficit de policiers dans ces quartiers est l'une des données qui fait qu'ils sont complètement dépassés. Et puis retrouver une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire le principe du casseur-payeur, d'une part, en allant jusqu'à la privation des aides sociales si besoin est lorsque nous sommes face à des personnes insolvables, et d'autre part, engager des poursuites systématiques pour qu'il y ait une sanction chaque fois qu'il y a évidemment... Et Madame Maréchal Le Pen, ne rien faire face à ces jeunes Françaises et Français qui se sentent parfois stigmatisés, contrôlés au faciès, discriminés à l'embauche. Mais que leur répondez-vous concrètement? Quel est le sens, par exemple, de la formule « la France apaisée » qui est l'un des slogans de Madame Le Pen? Je ne cautionne pas du tout cette politique de l'excuse qui voudrait que ce soit systématiquement la société, le racisme, la pauvreté qui soit à l'origine de la délinquance. Vous voyez, moi je suis élue dans un secteur qui est un secteur rural. Croyez-moi, la vraie pauvreté aujourd'hui en France, elle n'est pas dans ces quartiers-là, elle est dans la ruralité. Et je ne vois pas pour autant ces chômeurs des campagnes brûler les voitures ou agresser les gens. Certes, mais n'existe-t-il pas néanmoins des problèmes pour ces jeunes qui, encore une fois, se sentent rejetés de la société française? Est-ce que ce phénomène existe? Je ne crois pas qu'il y ait de lien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une haine anti-France latente dans ces quartiers, qui est vraisemblablement liée évidemment au développement du communautarisme, qui est liée aussi à la repentance systématique dont fait preuve nos politiques, et, comme je vous le disais, à la politique de l'excuse telle que nous la voyons d'ailleurs de façon flagrante aujourd'hui, et qui n'incite pas ces jeunes à se remettre en question, et qui ne les confronte pas à la sanction rapide et immédiate de la justice, puisqu'il y a un sentiment d'impunité. Et je ne crois pas que ce soit leur rendre service que de leur expliquer que finalement ils sont victimes d'amalgame de stigmatisation, les mêmes qui vont caillasser les bus. Ils ne le sont jamais, Madame Maréchal Le Pen. Ça peut arriver, évidemment, et lorsque ça arrive, il faut qu'il y ait sanction derrière. Mais en l'état, je crois précisément qu'il se fiche pas mal du cas Théo. Et je crois qu'en fait, c'est un prétexte utilisé pour pouvoir... s'amuser, piller, agresser, finalement... Vous les mettez tous dans le même sac? Non, ou vous pensez qu'il y a aussi des jeunes qui se sentent objectivement rejetés, encore une fois, et qui pour autant ne basculent pas dans la violence? Je ne mets pas tout le monde dans mes sacs, et évidemment, les émeutiers tels qu'on les voit aujourd'hui ne représentent pas la majorité de la population, qui, à mon avis d'ailleurs, souffre terriblement de cette situation, et souffre le reste du temps, dans l'indifférence générale, de la loi des caïds et des trafiquants de drogue, qui aujourd'hui ont remplacé la loi de la République dans ces quartiers. Et donc je crois que la principale réponse aujourd'hui, elle est de lutter précisément contre tout ce réseau en sous-main de trafic qui fait qu'aujourd'hui, bien que je vous le disais tout à l'heure, on a acheté la paix sociale parce que l'on craint, dès que l'on envoie des policiers dans ces quartiers, que cela se transforme en émeute, ce qui n'est pas très favorable sur le plan électoral. François Fillon est toujours dans une situation compliquée. On change de sujet. Il avait demandé 15 jours pour tirer les choses au clair et pour reprendre sa campagne normalement. Les 15 jours, nous y sommes. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester candidat coûte que coûte, même si une information judiciaire était ouverte? C'est vrai que le feuilleton Fillon commence à être un peu lassant, je ne vous le cache pas, pour la simple et bonne raison qu'il empêche la campagne présidentielle de démarrer véritablement et d'aller au fond des choses, ce qui est un peu ennuyeux, car nous aurions beaucoup de choses à dire sur le programme d'ailleurs de François Fillon. D'ailleurs, je rappelle à ce titre qu'à mon avis, l'affaire du Penelope Gate, telle qu'on l'appelle, est probablement moins grave que l'affaire AXA. Je rappelle qu'il a, au titre de sa société de conseil... Donc vous voulez dire que ces ennuis, entre guillemets, ne sont pas terminés? Eu un contrat commercial avec AXA, ce qui
pose la question de sa dépendance, de son indépendance plutôt dans le cadre de la réalisation de son programme. Donc je réitère ma question. Vous pensez qu'il doit rester candidat ou qu'il devrait se retirer? Ici, c'est pas mon rôle de dire aux Républicains ce qu'ils doivent faire. Le choix est cornélien, puisque soit ils gardent un candidat aujourd'hui décrédibilisé qui est François Fillon, soit ils choisissent un candidat qui sera illégitime parce que non issu de la primaire. Donc de toute façon, le problème sera le même. Donc tant qu'à faire... Est-ce qu'objectivement, ce n'est pas une situation qui vous arrange? On voit votre candidat plutôt gagner des points en ce moment dans les sondages, Monsieur Fillon en perdre. Alors, donc est-ce que vous n'avez pas intérêt à ce que cela continue? On n'est pas vraiment dans le calcul cynique de savoir qui est le meilleur candidat. Le tout, c'est de savoir quel est le meilleur candidat pour la France. Je trouve aujourd'hui qu'au contraire, toutes ces affaires nuisent plutôt à la campagne présidentielle parce qu'on le voit bien, elle arrive à grands pas et on a énormément de mal à aller sur le fond. Et nous aimerions avoir notamment l'occasion de parler du programme, pour l'instant relativement embryonnaire, par exemple d'Emmanuel Macron. Alors on va parler néanmoins de votre programme à vous, de celui qu'a développé Marine Le Pen il y a quelques jours à Lyon, de son programme économique, entre la hausse du budget de la défense de 40 milliards, la baisse des impôts sur les ménages, la prime de pouvoir d'achat. L'Institut de l'entreprise, qui est un organisme indépendant, a chiffré à 84 milliards d'euros le coût de la facture des mesures que propose Madame Le Pen. Comment les financerait-elle, tout simplement? Nous avons énormément de marge d'économie, puisque déjà, nous avons une nouvelle organisation territoriale qui va être mise en œuvre, avec la suppression des intercommunalités et des conseils régionaux, la baisse du nombre d'élus, évidemment, en parallèle, notamment députés parlementaires, la suppression du Conseil économique et social, des baisses massives de budget en matière d'immigration, puisqu'une restriction et tout ça suffirait aujourd'hui, à remplir les caisses de l'État pour également toutes ces promesses que vous faites aux classes populaires aujourd'hui. Et je vais vous dire, nous avons également l'Union européenne qui nous coûte chaque année entre 8 et 9 milliards d'euros, cet argent que nous ne revoyons jamais à travers les politiques européennes. Et nous avons aussi un lissage des économies. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui en France près de 6 000 dispositifs d'aide aux entreprises. À travers différents outils, nous pourrions aussi imaginer de transformer ces outils en baisse de charges, ce qui serait à mon avis beaucoup plus efficace que ça ne l'est aujourd'hui. Marine Le Pen a lancé un appel aux patriotes, a-t-elle dit, et elle a cité des noms, Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan. Le premier a pour l'instant décliné l'invitation. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas répondu. Est-ce que malgré son succès, malgré son essor, le Front National n'est pas toujours aussi isolé sur la scène politique? Je pense qu'il ne faudra pas trop attendre des grands pontes et des grands élus, notamment des Républicains. Je crois que si ça doit bouger, déjà ce sera lorsqu'ils seront dos au mur et qu'ils n'auront pas d'autres options. Et d'autre part, je compte beaucoup plus... D'autres options que de vous rejoindre? D'autres options, voilà, parce que nous serons devenus totalement incontournables face à la gauche. Et c'est ce qui est en train de se profiler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple de droite est en train de constater que s'il ne veut pas avoir la gauche au pouvoir, il devra vraisemblablement se tourner vers Marine Le Pen. Et pourtant, les sondages annoncent les uns après les autres plutôt une défaite de Marine Le Pen au second tour. Avaient annoncé la défaite du Brexit et aussi la défaite de Donald Trump. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder. Non, moi plafond de verre, vous êtes personnellement concerné par cela, puisque en région PACA, je le rappelle, vous étiez largement en tête du premier tour et vous avez perdu assez nettement au second. En 2010, nous avions un plafond de verre en dessous de 30% et en 2015, nous avions un plafond de verre à 46%. Vous voyez, donc c'est qu'un plafond de verre cette fois-ci, il va dépasser 50%. Moi, je suis convaincu qu'on peut obtenir la majorité si tant est que nous arrivions à être audibles, notamment sur nos propositions économiques qui sont souvent caricaturées et qui sont une vraie politique en faveur des TPE, PME et que nous puissions développer également toutes les thématiques, notamment sur la sécurité ou l'immigration. Nous sommes les seuls à avoir un véritable programme de rupture, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de M. François Fillon, qui est extrêmement fébrile, timide sur le sujet. Bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Marion Maréchal Le Pen. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Dans un